Bonjour à tous, j'ai l'honneur d'ouvrir cet après-midi. Merci de cet honneur. Frédéric Pomarel, je suis l'ancien entraîneur de l'équipe de France de rugby à 7 masculine et féminine un petit peu avant, et qui ai eu donc le privilège, l'honneur de travailler avec l'ami Bruno. Donc voilà, merci de m'offrir l'occasion d'ouvrir. Tu m'as dit, quand tu m'as appelé pour ouvrir donc ce moment, de ne rien préparer, que c'était là que j'étais le meilleur. Donc j'ai rien préparé. Je t'ai écouté, puisque je t'ai souvent écouté dans notre parcours commun. Malgré tout, lorsque nous avons eu la chance, et je voudrais parler aussi au nom de David Courtex, l'entraîneur actuel de l'équipe de France féminine à 7, nous avons travaillé longtemps ensemble. Lorsque nous avons eu l'honneur en 2009 d'être nommés sur l'encadrement des 2 équipes de France, masculine et féminine, par le président Camus, il faut reconnaître que nous partions vraiment d'une page blanche. Très très vite, aiguillés par, j'ai envie de dire, les scientifiques ou les un peu plus scientifiques de la maison fédérale que sont Julien Deloire, Julien Pissionne. Ils nous ont invités, David et moi-même, qui sommes des praticiens purs et durs, de malgré tout nous plonger un petit peu dans la littérature et d'aller chercher ce qui pouvait être écrit, ce qui avait pu être développé sur cette nouvelle pratique qu'est le rugby à 7. On les a écoutés. Si je me rappelle bien, à l'époque, on n'a pas trouvé grand-chose. En 2009, quelques écrits, je crois, canadiens, australiens, vraiment des petits morceaux. Et allez, je vais vous dire la vérité, on s'est assez vite découragé avec David. Et on est parti bille en tête sur nos idées d'entraîneur, quoi. Voilà, sans trop se préoccuper de ce qu'il y avait autour. Les 2 Julien ne nous ont pas trop lâchés et nous ont mis de temps en temps dans les pattes des individus. Au début, c'était comme ça qu'on le vivait. On s'est très très vite aperçu de la plus-value de ce travail. On a essayé d'aller à la conquête de titres, de médailles, de récompenses. Notre petite vitrine s'est petit à petit agrémentée de quelques coupes, des championnats d'Europe, des choses comme ça. Notre objectif était d'aller à Rio. Nous y sommes parvenus avec les garçons et les filles. Ce n'était pas gagné au départ. Nous espérions, du coup, une fois à Rio, on s'est dit on ne va pas y aller pour figurer, même si la devise pourrait amener à penser autre chose. Nous, on voulait ramener quelque chose. On n'y est pas arrivé. Donc notre vitrine ne s'est pas remplie de toutes les médailles que nous aurions aimé remporter. Mais il y a à côté de ça un trophée aujourd'hui. Quand je regarde un petit peu cette vitrine, justement, je me dis que finalement les trophées, les médailles, c'est un témoignage d'une bonne performance ponctuelle et finalement déjà passée. Alors qu'aujourd'hui, sur cette vitrine, et j'espère que ce soir, le 3e volume va rentrer dans cette vitrine-là, mais au cours de ces 10 ans de travail à la tête des équipes de France, 3 thèses ont été défendues autour du rugby à 7. Celle de Julien Robineau, celle d'Anthony Couder et aujourd'hui celle de Bruno. Voilà. Donc je me dis que finalement, peut-être les médailles qui nous manquent sont largement compensées par aujourd'hui ces thèses qui viennent remplir cette vitrine, parce que ce ne sont pas des témoignages du passé, au contraire, ces travaux seront vraiment des points d'appui forts pour le futur, pour les futurs entraîneurs qui viendront. Et ça vaudra à la limite plus, je crois, que de regarder une coupe ou une médaille durement gagnée, certes, mais ils pourront vraiment, à l'inverse de nous, au départ, ils pourront vraiment s'appuyer sur du concret, sur du solide, et ils ne partiront plus d'une page blanche. Donc voilà, pour ça, Bruno, et pour plein d'autres choses aussi, je pense à... Là, il y a plein de bons moments qui me reviennent, puisque ce travail que l'on a fait ensemble a été... c'est souvent fait dans la bonne humeur, et heureusement, c'est ce qui nous a fait tenir à certains moments difficiles.
Donc voilà, je te remercie pour ta gentillesse, ta disponibilité, te remercier vraiment pour nous avoir fait changer d'avis avec David, de la nécessité du rapprochement permanent entre des gens comme nous qui sommes quasi exclusivement intéressés par le terrain et qui ont un peu de mal à s'intéresser des fois à cette théorie. Tu as toujours réussi à nous faire le lien et te remercier spécialement pour remercier les personnes qui l'ont accompagné aussi. De façon indirecte, vous avez aidé la Fédération française de rugby et ces équipes de France-là à performer. Donc merci à vous. J'en vois quelques-uns ici qui sont sacrément intervenus à nos côtés. Voilà, donc vous êtes remerciés à travers les remerciements que je peux faire à Bruno aujourd'hui. Donc ce soir, j'espère que dans la vitrine du rugby à 7 et des équipes de France, il y aura un joli document très concret qui permettra, voilà, à tout le monde d'aller encore plus loin et de faire avancer cette discipline qui a quand même, il faut le reconnaître, encore un petit peu de mal à trouver sa place à l'ombre du Grand 15, en métropole en tout cas, enfin en tout cas sur notre espace à nous. Donc voilà, tu contribues à cet épanouissement. Voilà. J'ai envie de dire vive le rugby à 7 parce que tu nous as aidés à défendre cette paroisse-là. Merci beaucoup pour ces paroles et notamment cette introduction. Donc on va arriver dans un cadre un petit peu plus formel. Effectivement, ici, vous êtes présents pour la soutenance. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai l'honneur de présider ce jury. Donc je vais me présenter en quelques mots. Donc Stéphane Perret, professeur des universités à l'Université de Montpellier. Donc cet après-midi, si nous sommes réunis, c'est qu'effectivement les rapporteurs, 2 rapporteurs ont été nommés ici pour ce jury de thèse, ont déjà fait leur travail et ont évalué effectivement la qualité de ce travail. Donc nous sommes ici davantage donc, sur une partie d'échange scientifique divisée en 2 temps. Une présentation de la part donc, du candidat, Bruno, pendant une quarantaine de minutes, 45 minutes. Et ensuite une partie d'échange, de discussion avec les différents membres du jury que je vais vous présenter rapidement, dans l'ordre tout simplement des questions. Donc dans un premier temps, on va commencer avec les 2 rapporteurs. Donc le professeur Laurent Bosquet de l'Université de Poitiers. Ensuite, le docteur habilité à diriger des recherches, Grégory Dupont, Fédération française donc, de football. Je ne fais pas d'erreur. Et ensuite, donc, on écoutera les personnes qui sont davantage ici pour juger le travail en tant qu'examinateur, examinatrice. Donc on commencera par Anne Telstra, qui est tout simplement docteur à l'université d'Oxford Brookes. Et ensuite, je prendrai la parole un petit moment en tant qu'examinateur, bis, avant de donner la parole à l'équipe de direction de ce travail. Donc dans un premier temps, donc, Jean-Benoît Morin, le professeur Jean-Benoît Morin de l'université de Nice, Côte d'Azur. Et ensuite, le directeur, le second directeur, ici donc le docteur Yann Lemeur de l'AS Monaco Football Club. Voilà, les présentations étant faites, je vous demande d'éteindre éventuellement vos portables si ce n'est fait. Et on va tout simplement maintenant écouter Bruno. C'est ta journée aujourd'hui, donc on est sur une soutenance de thèse. Donc on te laisse la parole pendant une quarantaine de minutes. Merci beaucoup, merci Fred. Voilà, donc je suis ici aujourd'hui pour vous parler de gestion stratégique de la charge d'entraînement en rugby à 7 pour l'optimisation de la performance physique en compétition. Ces travaux ont été menés sous la direction de Jean-Benoît Morin et de Yann Lemeur et ont été encadrés par Julien Pichonne et Julien Robineau au sein de la Fédération française de rugby. Alors quand je suis rentré dans cette thématique, le premier réflexe, ça a été de regarder un petit peu ce qui se disait en termes de publications scientifiques. Et c'est vrai que c'est une thématique, la périodisation de l'entraînement, où on a de plus en plus de publications. On sent que c'est une thématique qui est d'actualité dans les sciences du sport. On peut le voir sur ces 10 dernières années, depuis 2009, où on a un certain nombre de publications qui progressent. Sauf que lorsqu'on y regarde un petit peu de plus près, on s'aperçoit que ces publications sont plutôt sur des sports d'endurance, du style cyclisme, du style course à pied. Et il n'y a pas tant d'études qui sont menées sur les sports collectifs. Et quand c'est mené sur des sports collectifs, les études ont plus une tendance à être descriptives que expérimentales. C'est-à-dire que c'est vrai que dans les sports d'endurance, ils sont déjà dans une démarche de mettre en place des protocoles où on module la charge d'entraînement et on essaie de voir comment cette modulation impacte l'état des athlètes. Donc il n'y avait pas beaucoup d'études vraiment expérimentales qui étaient menées en sport collectif. Et bien sûr, en rugby à 7, il y avait encore moins d'études. Même à cette époque-là, il n'y avait aucune étude qui était menée sur la périodisation de l'entraînement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire,
Et c'est vrai qu'il n'y a rien en rugby à 7, mais on pourrait un peu s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, dans d'autres sports collectifs, comme le football, comme le basket ou comme le rugby à 15. Sauf que le rugby à 7 est une activité qui est très atypique, très singulière. On va voir pourquoi. Quand on regarde un petit peu le calendrier des compétitions, donc là, vous avez on voit pas. Non. Vous avez sur le calendrier des compétitions, donc vous avez les semaines, vous avez 33 semaines qui sont représentées ici. En blanc, ce sont les semaines d'entraînement. En noir, ce sont les semaines de compétition. Et c'est vrai que le format tel qu'il est présenté, on a l'impression que le rugby à 7 ressemble plus sur le calendrier à des sports d'endurance qu'à des sports collectifs. Donc déjà, ce qui fait que le transfert il est difficile entre des sports collectifs traditionnels et le sport et l'activité rugby à 7. La seconde chose, c'est que quand on regarde un petit peu la performance en rugby à 7, la dimension physique, elle occupe une place qui est particulière. Même si les autres éléments de la performance comme technique, tactique, mentale sont aussi importants et sont toujours en interaction, c'est vrai que dans ce puzzle de la performance, la dimension physique, elle occupe une place spécifique, une place considérable. Et pour preuve, il y a des études qui ont montré, notamment les travaux de Ross et collègues en 2015, qui ont montré que il y avait des vraies associations, des corrélations qui étaient modérées à large, des corrélations assez robustes entre des critères de performance en attaque, comme la capacité à franchir des rideaux défensifs, comme la capacité à marquer des essais, et des qualités physiques comme la vitesse, comme la puissance des bras inférieurs, ou comme la capacité à répéter des sprints. Et c'est assez rare pour le souligner, même s'ils ne sont que des corrélations et qu'on a bien conscience qu'il n'y a pas forcément de relation de cause à effet, mais c'est important pour le souligner. Le deuxième point qui fait que la dimension physique, elle occupe une place particulière en rugby à 7, c'est que lorsqu'on regarde le format des compétitions, vous avez un match, c'est 2 fois 7 minutes avec une mi-temps de 2 minutes. Vous avez 3 matchs par jour et vous avez 2 journées de tournoi avec des récupérations de 3 heures entre les matchs. Et beaucoup d'auteurs s'accordent à dire que, notamment West et collègues en 2014, s'accordent à dire que cette activité est très exigeante sur le plan mécanique, sur le plan métabolique et sur le plan neuromusculaire. Par exemple, à titre d'exemple, ces auteurs, West et collègues ont montré qu'on avait des valeurs de CPK qui sont révélateurs de dommages musculaires qui atteignaient des valeurs 500% fois supérieures à la valeur de base à la suite d'un tournoi de 2 jours. Et au niveau neuromusculaire, ils soulignent également des réductions de performance musculaire à partir de tests de saut de moins 30%. Pour vous donner un petit peu l'impact de cette activité physique, sur le plan physique. Et enfin, un dernier point qui donne un caractère atypique à cette activité, c'est le format des compétitions mondiales. Il faut savoir que le Seven World Series, c'est un circuit qui s'organise sur les 5 continents. Donc l'équipe est soumise à des vols long courriers avec souvent du décalage horaire. Parfois, l'équipe traverse plus de 12 fuseaux horaires. Et ils font des compétitions, parfois sur des sites de compétition qui sont difficiles dans le sens où il peut faire très très chaud et avec beaucoup d'humidité. Du coup, certains auteurs avaient déjà montré que ces conditions de vol et ces conditions climatiques pouvaient affecter négativement la qualité du sommeil, la quantité de sommeil ou le rythme biologique, mais aussi pouvaient affecter la fatigue ressentie. Du coup, quand on fait cet état des lieux-là, on s'aperçoit que le rugby à 7 est du coup un vrai modèle d'étude intéressant pour la science. Ça permet d'apporter de nouvelles connaissances sur la planification de l'entraînement rugby à 7. Et au-delà de ça, ça permet aussi d'apporter de nouvelles connaissances pour les entraîneurs de façon à améliorer l'efficacité de leur stratégie d'entraînement, notamment en vue de grosses compétitions internationales, donc le Seven World Series, c'est-à-dire le circuit mondial habituel, mais aussi surtout pour les Jeux olympiques. Alors la question que je me suis posée au départ quand j'ai commencé à ces travaux, c'était de savoir, on est dans un contexte de rugby à 7, on est dans un contexte particulier, quelle stratégie est-ce qu'on peut mettre en œuvre à l'approche de ces compétitions pour faire en sorte que cette équipe de rugby à 7 soit performante au bon moment, le jour des compétitions? Alors, encore une fois, quand on se tourne vers les littératures scientifiques, il y a des stratégies qui nous paraissent pertinentes, qui peuvent être utilisées en sport, qui peuvent être utilisées en tout cas en rugby à 7. On va faire un petit peu le tour, on en a repéré 3. Il y a bien sûr la stratégie d'affûtage. Cette stratégie, elle est très intéressante parce qu'elle est maintenant étudiée depuis près d'une quarantaine d'années. Ça a commencé dans les années 80 avec les travaux de Hickson, notamment, passant ensuite par Oumar et puis Inigo Mujica. Et c'est vrai qu'elle a été un petit peu ponctuée en 2007 par la méta-analyse de l'équipe de Laurent Bosquet qui a permis de donner de la consistance
à cette stratégie et qui, du coup, elle émerge comme une stratégie qui paraît vraiment importante pour optimiser les qualités physiques. Une deuxième stratégie qui n'a pas été étudiée durant ces 3 années de travail, c'est la façon de gérer la charge avant la phase d'affûtage. Il faut savoir que certains auteurs, notamment Thomas et Busso en 2005, avaient proposé une simulation mathématique où ils montraient que plus on mettait de la charge avant la phase d'affûtage, plus on pouvait avoir une surcompensation des qualités physiques qui était importante. Dernièrement, il y a des études qui sont en train de montrer que finalement, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir une grosse charge, en tout cas une surcharge avant l'affûtage, mais ces travaux sont encore en train de débattre, j'ai envie de dire. Mais ça n'a pas fait l'objet de nos études, mais par contre, on s'en est inspiré pour une de nos études. Et puis enfin, une dernière stratégie qui est peut-être la moins connue et qui pourtant nous intéresse particulièrement, ce sont les stratégies de préconditionnement. Tout simplement, en fait, dans les stratégies de préconditionnement, il y a beaucoup de modalités de stratégies. Vous pouvez faire notamment une séance le matin, c'est-à-dire proposer une charge d'entraînement quelques heures avant la compétition. Et c'est celle-là qui va nous intéresser puisque l'équipe de France de rugby à 7 et certaines équipes nationales inscrites dans le circuit mondial utilisent cette stratégie le matin des compétitions. Donc on va regarder un peu, évaluer un petit peu la plus-value de ces stratégies. Du coup, rappelez-vous la question de départ. Quelle stratégie mettre en œuvre pour améliorer, pour optimiser les performances physiques de nos joueurs? On a fait le choix pour répondre de 3 études qui vont être visitées à 3 niveaux. Tout d'abord, à l'échelle de la saison, l'idée c'était de se dire OK, on veut mettre en place des stratégies, mais avant de rentrer dans une démarche stratégique, ça serait bien qu'on ait une vue d'ensemble de la situation puisque ça n'a jamais été fait. Donc la première étude a consisté à regarder quelles étaient les stratégies mises en œuvre par le staff de l'équipe de France sur une saison entière, notamment à l'approche des compétitions, et essayer de cibler les stratégies qui pouvaient être pertinentes et du coup à travailler, à explorer pour essayer d'apporter des réponses à cette question. Ensuite, on a zoomé un petit peu et on s'est concentré cette fois sur un mésocycle compétitif où l'idée c'était d'évaluer quels effets avait la période d'affûtage. Une période d'affûtage, c'est des joueurs de sport collectif et notamment sur différentes qualités physiques que l'on peut retrouver chez des joueurs de sport collectif. Et on a encore zoomé, ça sera l'objet de notre dernière étude, où là, cette fois, on a regardé sur une journée de compétition, on a parlé des stratégies de préconditionnement, on voulait évaluer quels étaient les effets d'une stratégie, c'est-à-dire de proposer une charge d'entraînement quelques heures avant le premier match du tournoi, pour voir quel impact elle avait sur les qualités physiques. Tout ça a été mené donc avec des équipes de France, pour les 2 premières études avec les équipes de France professionnelles, et puis pour la dernière étude ici avec l'équipe de France des moins de 18 ans. Alors pour l'étude numéro 1, qui consistait donc à la vue d'ensemble de la saison, pour information, c'est une étude qui a fait l'objet d'une publication chez IJSPP en 2018. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de mieux comprendre ce qui se passait sur une saison. Avant de rentrer dans cette démarche-là, on s'est quand même bien sûr renseigné sur ce qui pouvait être fait sur d'autres sports collectifs. Et on a trouvé des études dans le football australien, dans le rugby à 15 et dans le football. Alors ce sont des activités qui sont un petit peu éloignées, comme on le disait tout à l'heure, du calendrier habituel, puisque c'est plutôt des matchs tous les week-ends. Et tous s'accordaient à dire, quand on regardait le filtre de la charge interne et de la charge externe, à travers la variable RCRPE et à travers les données GPS, que la pré-saison est un temps de la saison propice à la mise en place de fortes charges d'entraînement. Et c'est vrai qu'en saison, la charge d'entraînement, en tout cas l'amplitude de charge diminuait parce que c'était difficile de remettre de la charge en jouant tous les week-ends. Du coup, l'objet de cette étude, c'était bien de savoir, nous, est-ce que nous, en rugby à 7, on n'a pas finalement des pré-saisons qui se répètent? C'était vraiment la question qu'on se posait, puisque le calendrier nous semblait opportun pour mettre en place des pré-saisons à répétition. Alors la méthode que nous avons utilisée, donc nous avons pris une saison, nous avons suivi les joueurs sur 33 semaines. Comme je disais tout à l'heure, vous avez en blanc les semaines d'entraînement, en noir les semaines de compétition. La saison a été coupée en 5 mésocycles. Le cycle pré-saison, le mésocycle IN1, IN2, IN3, IN4, qui sont les 4 mésocycles de la saison.
Pour l'échantillon, donc on avait sur l'analyse, on a utilisé donc 12 joueurs du groupe professionnel. Pour les mesures, nous avons fait des mesures de charge interne à travers la charge perçue en utilisant la variable SRPE. Et puis, on a regardé la charge externe en utilisant les données GPS. Pour l'analyse, on a fait une analyse par semaine et par mésocycle afin de rendre compte de la dynamique de la charge d'entraînement. Et puis, ce groupe professionnel aussi a été réduit parfois au groupe disponible pour se rendre compte de ce qui était vraiment la charge prescrite par les entraîneurs. Le groupe disponible, en fait, il comprenait le groupe des 2 joueurs, mais sans les joueurs qui étaient aménagés ou blessés, afin de vraiment rendre compte de la stratégie mise en place par le staff. Et enfin, pour les statistiques, nous avons utilisé les inférences à base d'amplitude que je vais développer juste après. Concernant la mesure, donc, nous avons choisi des variables. Pour mesurer la charge d'entraînement, nous avons choisi la variable accélération, des accélérations supérieures à 2,5 m². Pourquoi? Pour rendre compte des contraintes mécaniques imposées par la saison. Ce sont des variables d'accélération que nous avons en interne évalué la fiabilité des mesures. Ensuite, en variable pour évaluer la contrainte métabolique imposée par la saison, nous avons utilisé la distance supérieure à la vitesse maximale aérobie, donc un seuil qui était individualisé. Et puis pour évaluer la charge, le coût en tout cas de cette saison, nous avons utilisé la variable SRPE en unité arbitraire. Concernant les mesures de l'état du joueur, nous avons regardé l'état psychocomportemental à travers notamment le score de fatigue ressentie. Nous avons utilisé les variables fatigue, sommeil, douleur musculaire, humeur et stress. Alors on a choisi cette mesure pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une mesure qui a été reconnue, notamment dans la revue de littérature de Sceaux en 2016, comme une mesure qui était vraiment sensible à la variation de charge d'entraînement. Donc c'était intéressant, qui était plus sensible par rapport à des mesures objectives. Et puis la deuxième, c'était qu'on voulait assurer une mesure sur toute la saison et que c'est vrai que c'était moins coûteux, non seulement pour les joueurs, et on était sûr de pouvoir la répéter de façon régulière sur une saison entière. Donc toutes ces données ont été choisies au regard de leur fiabilité et de leur sensibilité. Concernant l'analyse, l'idée c'était de dire il faut qu'on choisisse une méthode pour que la donnée que l'on collecte au quotidien devienne de l'information. Quand on s'est posé la question quelle méthode d'analyse utiliser, en fait on s'est retrouvé avec 2 types de méthodes, l'approche traditionnelle qui utilise la valeur du P et une approche qui est en train d'évoluer actuellement dans les sciences du sport, à savoir les MBI, les magnitudes à base d'inférence. Et lorsqu'il a fallu faire le choix, d'autant plus qu'on sait qu'actuellement il y a un vrai débat dans cette utilisation statistique. Alors moi je ne suis pas assez expert pour entrer vraiment dans le débat, mais pour autant j'ai fait un choix par rapport au contexte dans lequel j'étais. Le contexte dans lequel j'étais, c'était toujours des petits échantillons. Toutes mes études étaient entre 10 et 14 joueurs. Et je savais que la puissance statistique au niveau des P ne me permettait pas de vraiment interpréter ou d'analyser correctement mes échantillons. Ça, c'était le premier argument. Et puis, le deuxième argument, c'était vous voyez, quand on voit ici, ici vous avez les P, où on n'est que sur une réponse binaire, à savoir significatif, non significatif. Nous étions vraiment dans une approche peut-être un peu plus clinique, peu de joueurs, et on voulait vraiment caractériser la complexité de ces réponses individuelles. Et c'est vrai qu'à travers ces statistiques, avec un discours plus nuancé sur la taille de l'effet, ça nous paraissait plus intéressant au vu du contexte où on était, d'autant plus qu'on faisait passer aussi des informations aux entraîneurs. Alors le résultat numéro 1 de cette étude, donc on a regardé tout d'abord la saison. Vous pouvez voir ici, en abscisse, vous avez les 33 semaines de la saison. En ordonnée, vous avez la charge d'entraînement. Donc là, la charge d'entraînement en unité arbitraire, c'est la charge perçue, nos SRPE. En blanc, vous avez le groupe professionnel. Et en noir, vous avez le groupe disponible, qui, je rappelle, c'est le groupe sans les joueurs blessés. Les premiers résultats, en fait, ils montrent que finalement, quand on regarde
la pré-saison par rapport à toutes les phases de la saison, voilà, mais il est arrivé ce qu'on ne s'attendait pas, c'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde le filtre de la charge interne, on s'aperçoit que le groupe professionnel voit sa charge diminuer au fil de la saison, et ce qui est avec une diminution qui peut même être large et très probable à la dernière partie de saison. Et ce qui était intéressant, c'est quand on regarde le groupe disponible, c'est-à-dire seulement les joueurs qui sont disponibles, sans les joueurs blessés ou aménagés, en fait, c'est assez consistant. C'est-à-dire que cette diminution, elle reste modérée durant toute la saison, mais elle reste tout de même très présente. Ce qui confirme l'idée que, en fait, contrairement à ce que l'on pensait au départ, finalement, en rugby à 7, on semble reconduire la même approche que dans des sports collectifs traditionnels. On a regardé maintenant comment était distribuée la charge par rapport sous le filtre de la charge externe, à savoir, donc ici on a pris le nombre d'accélérations pour vous donner l'exemple. Vous avez en abscisse, c'est un petit peu différent, vous avez les 5 mésocycles, pré-saison, in 1, in 2, in 3, in 4. Pour chaque mésocycle, on a pris la semaine d'entraînement maximale en termes d'accélération et on a regardé ce qui s'est passé sur la semaine de compétition 1 et sur la semaine de compétition 2 à chaque fois. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, un peu comme on a vu sur la première diapo qui décrivait la charge interne, finalement, il n'y a que lors de la pré-saison où la contrainte mécanique imposée aux joueurs à travers le filtre de la variable accélération était la plus importante par rapport aux semaines de compétition. Ensuite, on s'aperçoit que le staff n'a plus la possibilité véritablement de proposer une charge, une contrainte mécanique équivalente ou supérieure durant la saison. Ce qui montre que finalement toute la difficulté du staff à remettre de la charge durant la saison. Pourquoi? Alors il y a plein d'explications à cela, on va les voir. Une des premières explications, ce sont les blessures avec contact en tournoi. En fait, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur les tournois, donc vous avez ici la première tournée qui comprend 2 tournois. Oui, j'ai oublié de dire qu'à chaque fois, une tournée, c'est 2 tournois sur 2 semaines. Mais on s'aperçoit qu'au fil de la saison, il y a de plus en plus de joueurs qui sont indisponibles en raison de blessures avec contact. Il faut savoir que ce n'est pas nouveau. Il faut savoir que dans la littérature scientifique, le rugby à 7 est reconnu comme un sport très traumatique. Il y a 3 impacts durs par minute. Alors, il n'est pas forcément plus traumatique que d'autres activités. On est à 130 blessures pour 1000 heures de pratique, match et entraînement confondus. Mais si vous voulez, quand c'est associé à... On avait à l'époque une équipe de France qui était réduite en termes d'effectifs, donc qui limitait un petit peu le turnover, ce qui fait que parfois c'était difficile de ne pas utiliser ces joueurs, même s'il y avait des joueurs de top 14 et Pro D2 qui venaient nous alimenter. Mais c'est vrai que ça n'a pas rendu la chose facile. Pour l'anecdote, un seul joueur cette saison a réalisé toute la saison sans se blesser, sans être aménagé. Donc il a réalisé vraiment la charge prescrite. La deuxième explication, donc là vous avez les 5 mésocycles, pareil. Vous avez ici la variation en taille de l'effet au niveau de l'évolution du score de fatigue ressenti. Et là on s'aperçoit que quand on arrive en fin de saison, au niveau de in 3, donc on approche vraiment de la dernière partie de saison, on s'aperçoit que pour le groupe professionnel et pour le groupe disponible, on a une baisse modérée, très probable, même presque certaine, sur l'état de fatigue ressenti. Ça peut s'expliquer, notamment, on parlait tout à l'heure de l'impact des voyages, de l'impact des sites de compétition et également de l'accumulation de fatigue. Et du coup, c'est encore une explication. Alors, on n'a pas fait de corrélation, on n'a pas eu de corrélation qui sont sorties et qui s'expliquent vu la complexité des blessures, vu la complexité du contexte. Mais en tout cas, c'était des explications qui nous paraissaient intéressantes à souligner. Enfin, le deuxième résultat de cette étude porte sur la dynamique de la charge d'entraînement. C'est vrai que le staff n'a pas été en mesure de remettre une forte charge en raison des contraintes imposées par le circuit mondial et par l'activité. Par contre, quand on regarde un petit peu
les mésocycles longs. C'est-à-dire les mésocycles longs, ce sont des mésocycles qui comprennent, c'est-à-dire qui comprennent au moins 6 semaines d'entraînement. Donc c'est le cas de la pré-saison et de IN1. Et les mésocycles courts, ce sont ces mésocycles qu'on retrouve au cours de la saison de façon répétée. Il y a une vraie stratégie, 2 modèles sont sortis, il y a une vraie stratégie qui est sortie. À savoir, on peut voir que sur les mésocycles longs, à chaque fois, il y a une montée progressive de la charge d'entraînement, avec une volonté tout le temps de décharger avant la semaine de compétition, les semaines de compétition. Et sur les mésocycles courts, qui apprend une autre forme, mais il y a toujours cette volonté, alors moins importante, on a vu que la charge était beaucoup moins ample, mais moins importante, et cette volonté encore de décharger avant la charge de compétition. Donc c'est vrai, ça nous a ouvert la porte des stratégies d'affûtage, à nous interroger aussi sur ces stratégies d'affûtage, même si on peut se poser la question de savoir si cette réduction de charge est vraiment une stratégie d'affûtage. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. En conclusion de cette étude, finalement, le rugby à 7 ressemble à ce que l'on peut voir dans d'autres sports co. La pré-saison reste le temps clé pour mettre en place des fortes charges d'entraînement et donc plus propice aussi à des stratégies. Que la saison, elle comprend de nombreuses contraintes qui obligent les staffs à s'ajuster et qui expliquent pourquoi c'est difficile de remettre de la charge. Et puis on a 2 mésocycles, 2 modèles qui se dégagent et qui sont intéressants et qui feront l'objet, donc ce qui serait intéressant de faire l'objet d'analyse. Une des limites de cette étude, c'est que cette étude a été faite sur une année post-olympique. Peut-être que ça serait intéressant, et c'est d'ailleurs l'analyse est en cours, de voir ce qui se passerait lorsque l'événement le plus important de la saison est en fin de saison, comme les Jeux Olympiques qui arrivent au mois d'août, c'est-à-dire qu'il y a une saison qui est faite. Est-ce que la gestion de la charge d'entraînement est identique ou pas? Est-ce qu'on retrouverait ces modèles ou pas? Ça serait intéressant de l'analyser et on est en train de le faire avec les travaux de Julien Robineau. La deuxième étude, donc elle porte sur les stratégies d'affûtage. Donc là, l'idée, c'est simple, on est plutôt dans un contexte mésocycle long. Nous, ce qu'on veut voir, c'est qu'on veut évaluer les effets de cette stratégie sur les qualités physiques de nos joueurs et savoir quel impact sur la surcompensation, surtout des qualités physiques. Quand on regarde la recherche actuelle, on n'a pas autant de résultats que dans les sports individuels à dominante bioénergétique, mais quand même on a quelques résultats, notamment en rugby à 13, en rugby à 7 et en football. Alors, tous ont utilisé des stratégies d'affûtage qui sont plus ou moins identiques. Ils ont tous maintenu l'intensité et ils ont tous été dans une logique de réduction du volume. Ce qui est intéressant, c'est que tous s'accordent à dire que l'affûtage, la stratégie d'affûtage a un impact positif sur les qualités physiques, que ce soit de vitesse, de puissance, de force de haut du corps ou sur la capacité à répéter des sprints. Pour rappel, ce sont des qualités qui sont reconnues comme importantes en rugby à 7. La question que l'on se pose, parce que c'est un peu aussi la limite de ces études, c'est qu'à chaque fois dans ces études, une seule mesure de performance a été faite durant la stratégie d'affûtage, durant la phase d'affûtage. Donc du coup, on n'avait pas la possibilité de redessiner le rebond de surcompensation des qualités physiques. Et nous, on avait vraiment l'envie de redessiner ce rebond pour être précis dans l'ajustement de cette zone optimale de performance. On voulait vraiment comprendre quand c'est que ça monte, quand c'est que ça stabilise et quand c'est que ça redescend. Du coup, ça a été l'objet de cette étude. On a mis en place le protocole suivant. Donc ça s'est organisé sur 7 semaines. On a fait 4 semaines de charge, 3 semaines d'affûtage. On a réalisé 3 tests, un test de sprint, un test de force et un test de répétition de sprint avant la phase de charge. On a réalisé des tests après la phase de charge et puis à chaque semaine de la phase d'affûtage, dans l'idée de reconstituer ce rebond. Donc ça a été fait donc, toujours le lundi matin et 10 joueurs ont été conservés pour l'analyse. La stratégie d'affûtage que l'on a utilisée, donc on s'est inspiré de la méta-analyse de l'équipe de Laurent Bosquet. Alors pourquoi on s'en a inspiré? C'est parce qu'on n'avait pas grand-chose non plus au plan scientifique qui émergeait des sports collectifs.
Donc c'est vrai qu'on s'est appuyé sur ces stratégies qui avaient plutôt été reconnues dans les sports individuels à dominante bioénergétique. C'était, je pense, un bon point de départ pour expérimenter cette stratégie. Donc l'idée, c'était maintenir l'intensité. On a diminué le volume d'environ 50% d'entraînement. La fréquence qui renvoie au nombre de séances par semaine a été réduite de 20%. Et concernant la forme, on a fait le choix d'une forme qu'on dit par palier pour mieux contrôler notre stratégie d'affûtage. Puisqu'il n'y avait pas vraiment de consensus, il n'y avait pas vraiment une stratégie qui disait il vaut mieux réduire progressivement ou par palier. Concernant le suivi de la charge, on a utilisé donc pour les séances de rugby les données GPS. Pour les séances de musculation, nous avons utilisé les cahiers de musculation, c'est-à-dire qu'à chaque séance, les joueurs remplissaient le nombre de séries, le nombre de répétitions. Et pour vous donner un ordre d'idée, en moyenne, les joueurs parcouraient 20 km sur la phase de charge. Et donc, on a réduit de 35% durant le volume parcouru à 14 km. Et puis, sur le nombre de séries, les joueurs réalisaient 140 séries et on a réduit de 50% la charge de musculation. Ces batteries de test, en fait, ils nous donnent vraiment des billes sur les réponses individuelles des joueurs. Et on veut se servir justement de cette phase entre guillemets expérimentale de début de saison pour planifier du mieux possible notre fin de saison avec l'objectif terminal qui est la préparation physique au jeu. On fait des tests en début de la période de développement, on fait des tests à la fin et puis on fait des tests ensuite régulièrement pendant la phase d'affûtage et on voit comment chaque joueur évolue en termes de performance durant cette phase-là. Donc c'est clair par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une individualisation qui se fait puisqu'il y en a qui réagissent, qui sont très bons répondeurs à la période d'entraînement intensive, d'autres qui mettent plus de temps à récupérer et par conséquent on va pouvoir ajuster toute notre planification par rapport à ces réponses aux performances. Ça représente l'ensemble des qualités athlétiques indispensables pour être un bon settiste, à savoir la qualité de vitesse maximale, mesurée sur 30 mètres, la qualité de force, qu'on mesure sur un soulevé de terre à la plateforme de force, et la capacité énergétique à répéter des tâches très très intenses, ce qu'on mesure par les répétitions de sprint sur vélo. Voilà, cette petite vidéo qui vous donne une idée concrète des 3 tests qui ont été réalisés, donc un test de sprint, un test de force et un test de répétition de sprint. Pour chaque test, nous avons retenu des variables. Pour le test sur 30 mètres, nous avons retenu le temps du 30 mètres ainsi que les variables mécaniques issues des études de Pierre Samudino et de Jean-Benoît Morin. Donc la force horizontale maximale théorique, la vitesse maximale et la puissance horizontale maximale. Pour le tirage mi-cuisse isométrique, nous avons retenu le pic de force. Au départ, nous avions retenu le taux de montée de force, sauf qu'on s'est aperçu qu'il y avait un gros coefficient de variation. Donc ça manquait de fiabilité. Donc on a préféré écarter cette variable pour garder de la consistance à nos mesures. Et puis enfin, on a utilisé la puissance moyenne sur Whitebike parce que c'est une variable qui avait fait l'objet d'une étude en interne au sein de la FFR. Qui a montré que sur des sprints de 6 secondes, c'était des variables qui étaient fiables. Le premier résultat de cette étude, donc en abscisse, vous avez les 5 temps d'évaluation avant la phase de charge, après la phase de charge, et puis à chaque moment de la stratégie d'affûtage. En ordonnée, vous avez l'évolution du niveau de performance qui est évalué en nombre de SWC, donc de Smallest Worthwhile Change. Vous voyez ici la façon de le calculer. Quand on regarde ces résultats, la première info qui nous arrive à nous, c'est de dire, bon, conformément à ce qu'ont vu les autres études, les joueurs de sport collectif donc, sont sensibles à une stratégie d'affûtage. Ça, c'est la première chose. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder, quand on regarde chaque courbe qui représente un test chacun, en triangle, le temps du 30 mètres, les points noirs, pic de force, et les ronds blancs, puissance moyenne, on s'aperçoit que tous se synchronisent sur la 2e semaine. Alors on a une augmentation qui est large et très probable, presque certaine pour la qualité de sprint, une évolution qui est modérée, presque certaine pour la qualité, pour la puissance moyenne, lors de la capacité à répéter des sprints. Et pour la force, on a une évolution qui est petite, mais statistiquement, elle n'est pas claire. Ça veut dire que en fait, il y a tellement de variabilité entre les joueurs que du coup, c'est difficile de pouvoir dire qu'il y a une vraie évolution. En fait, ça mériterait de refaire cette étude ou d'augmenter la taille de l'échantillon.
Voilà. Et ce qui est intéressant aussi dans ce résultat, et ça va nous intéresser particulièrement pour les mésocycles courts, puisqu'on s'aperçoit qu'au bout d'une semaine, les joueurs ont atteint déjà un haut niveau de performance. C'est-à-dire que on va dire que la zone optimale est sur la semaine 2, mais déjà dès la première semaine, sur ces deux qualités physiques-là, on a déjà une belle montée du niveau de performance. À titre d'exemple, par exemple, lorsqu'on a fait les tests de sprint, avant la phase de charge, on avait des temps en moyenne de 4 secondes 14. Lorsqu'on a eu la zone optimale de performance, on a été à 4,03. Il faut savoir que sur 30 mètres, ça correspond à 55-60 cm de gain, ce qui est énorme quand on sait que la longueur d'un bras fait, voilà, c'est entre 50 et 60, voire plus. Mais en tout cas, ça joue derrière sur la réussite d'un plaquage, ça joue sur la marque d'un essai. Donc vraiment, ça prouve que ce gain-là, il est quand même décisif pour un match. Le deuxième résultat, c'est la distribution des pics des performances optimales. On s'aperçoit qu'on n'a pas eu beaucoup de pics après la phase de charge. Par contre, quand on regarde la première et deuxième semaine, on voit que les pics pour les qualités physiques apparaissent sur les semaines 1 et 2, et qu'on a quand même des pics de performance qui apparaissent sur la semaine 3. Et ce qui est important, c'est de dire que c'est pas parce qu'on a sur les trois qualités, un même joueur n'a pas forcément les pics en même temps. Il peut les avoir sur d'autres semaines. Alors le point qui est clé, qui est intéressant, et qui nous a permis de faire derrière des groupes de répondeurs, c'est qu'on s'est aperçu que pour ceux qui avaient des performances maximales sur la semaine 3, n'étaient jamais concernés par des performances sur la semaine 1. Du coup, ça nous permet d'avoir deux groupes de réponses de joueurs qu'on a appelés des répondeurs rapides, qui concernent 80% des joueurs, et des répondeurs plus lents, qui concernaient 20% des joueurs. Le dernier résultat qui est intéressant dans le sens où il permet aussi par rapport à ces mésocycles courts, en fait on s'aperçoit que sur la performance en sprint, il y a un déclin rapide lors de la semaine numéro 3, ce qui veut dire que même lorsque l'on conserve l'intensité d'entraînement, mais le fait de diminuer le volume, on a un déclin rapide de la qualité de vitesse, et c'est intéressant pour orienter les contenus dans mésocycles courts, où on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour charger. Ça peut être intéressant peut-être de nous orienter vers un travail neuromusculaire. En conclusion de cette étude, donc on a utilisé une stratégie d'affûtage qui s'est fortement inspirée de la stratégie des travaux de la méta-analyse de Laurent Bosquet, avec intensité maintenue, un volume réduit de 35% en rugby, en musculation de moins 50%, une fréquence d'entraînement qui a été réduite de 20% et une forme d'affûtage par palier, avec une zone optimale de performance qui est située entre 1 et 2 semaines. On peut espérer pour ce type-là de population des gains petits à large sur les 3 qualités physiques qui nous intéressent. Donc, pour répondre à la question, c'est une stratégie intéressante à mettre en œuvre pour nos équipes de France. La dernière étude, elle concerne donc les stratégies de préconditionnement. En fait, dans l'étude numéro 1, on s'est aperçu aussi que les semaines de compétition, c'est-à-dire vraiment les quelques jours avant la compétition, il y avait beaucoup de routines qui étaient installées par le staff, c'est-à-dire qu'on avait toujours le même nombre de séances, et du coup, c'était des opportunités pour nous stratégiques. Et puis, parce qu'il y a un contexte stable. Et puis, il y a autre chose, c'est que lorsque les entraîneurs, les staffs étaient sur le circuit mondial, il y avait des équipes qui avaient mis en place ce genre de pratique. Il y a l'équipe de France qui a mis en place ces stratégies-là. Par contre, ça manquait de preuves scientifiques puisqu'il n'y avait rien dans la littérature concernant cette fameuse séance d'entraînement 2 heures avant le premier match qu'on appelle le blowout. Alors, la question, c'est que est-ce que ce blowout 2 heures avant, il apporte une vraie plus-value physiquement à nos joueurs ou pas? Alors, quand on regarde la recherche sur ces stratégies de préconditionnement, et notamment sur les charges proposées le matin de la compétition, on a des travaux. Alors, on n'en a pas beaucoup en sport collectif, puisqu'on a 2 études menées en rugby. Déjà, c'est en rugby, déjà c'est intéressant. Rugby à 15 de Russell et de Cook. Et après, il faut aller chercher d'autres activités, en natation, en basket, en lancer de poids et en haltérophilie. Ce qui est intéressant, c'est que tout s'accorde à dire que quand vous mettez en place une séance d'entraînement le matin de la compétition, vous avez une vraie plus-value au niveau des qualités physiques.
Ça, c'est intéressant. Et vous voyez les qualités physiques qui peuvent directement nous intéresser pour le rugby à 7. Les 2 études menées en rugby de Russell et Cook, ils ont montré qu'ils sont allés un peu plus loin dans l'étude. Ils ont regardé ce qui se passait au niveau hormonal, testostérone et cortisol. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que pourquoi ces 2 marqueurs biochimiques? Parce que la testostérone, c'est souvent un marqueur biochimique qui est associé à une performance favorable. Alors que le cortisol, lui, c'est plutôt un marqueur qui est associé à des performances plus défavorables. Voilà, c'est pour l'info. Et sachez que la seule limite de ces études, c'est que toutes ces études ont mis en place cette charge d'entraînement 5-6 heures en amont de la compétition. Ce qui n'est pas notre cas, puisque je vous rappelle que nous, on met cette charge d'entraînement simplement 2 heures avant le premier match. Donc on n'est pas tout à fait dans la même condition. C'est pour ça qu'une étude valait vraiment le coup dans ce cas-là. Alors on a mis en place un protocole. On a pris cette fois l'équipe de France des moins de 8 ans. On a regardé ce qui s'est passé chez ces 14 joueurs. On les a mis dans 2 conditions. Une condition expérimentale, qui ont fait le blowout pendant la matinée, et une condition contrôle qui, eux, étaient en détente. Et ensuite, on a croisé les groupes de façon à voir ce qui se passait. Le protocole qu'on a mis en place, il respectait vraiment un calendrier, enfin un programme authentique de l'équipe de France de rugby à 7. C'est-à-dire lever à 6h15, un petit déjeuner. À 8h, nous, on a mis en place donc, un questionnaire perceptif et des prélèvements salivaires. Ils ont fait le blowout pour la première condition. La seconde condition était en détente. À 8h30, autre prélèvement salivaire. Ensuite, petite collation. À 10h30, on a refait un questionnaire perceptif et prélèvement salivaire. Ensuite, on a fait un échauffement de type match. Ils ont été évalués sur un test de qualité physique, un 6 x 30 mètres avec un départ toutes les minutes, pour recréer des contraintes qu'on peut retrouver, des contraintes métaboliques que l'on peut retrouver sur un match de rugby à 7. Et puis ils ont fait un match à toucher. On a fait un match à toucher parce qu'on était juste à l'approche des championnats d'Europe et le staff ne souhaitait pas qu'on mette du contact à ce moment-là. Et à 11h30, on refaisait des questionnaires perceptifs et des prélèvements salivaires. Alors le blowout, le contenu du blowout comprenait un réveil musculaire, un petit travail de manipulation, des accélérations, un jeu de 4 contre 3 et puis des sprints, 2 sprints longs. Donc quand on demande aux joueurs comment ils ont ressenti l'intensité de la séance, on voit qu'au niveau RPE, une note de 5 sur 10 ressort, ce qui veut dire que ça a été difficile. Et ce qui vient confirmer l'intensité de cette séance, c'est les concentrations lactate, puisqu'on est à des valeurs de 9 millimol par litre de sang, en moyenne. Donc la durée, c'était de 30 minutes. Les joueurs ont parcouru 1700 mètres. La distance au-dessus de 7 mètres secondes était de 78 mètres. 13 accélérations en moyenne. Et la vitesse max atteinte était de 8,5 mètres secondes. Donc une activité qui est intense. Alors, pour information, c'est que lorsqu'on propose une telle charge le matin des compétitions, ça crée un stress à l'organisme. L'organisme, lui, qui répond qui répond à travers 2 systèmes, l'axe HHS, hypothalamo-hypophyso-surrénalien, et le système SAM, le sympatho-adrénomédulaire, qui est composé du système sympathique et des médulosurrénales, et qui en fait derrière se concrétise par des marqueurs biochimiques, ici le cortisol, alors, et le SAM par contre des catécholamines. Mais on n'a pas choisi d'utiliser les catécholamines tout simplement parce qu'on faisait des prélèvements salivaires et qu'il n'y avait pas une vraie fiabilité de ces. C'était reconnu que ce n'était pas très fiable au niveau de ces prélèvements, donc on est passé par un marqueur indirect qui est l'alpha-amylase. Donc on a fait les prélèvements salivaires. Les premiers résultats donc, sont les suivants. Là, ça concerne le test des 6 sprints, donc de qualité physique. Vous avez donc les 6 sprints pris isolément et vous avez la performance globale. Et ici, vous avez la différence standardisée entre la condition expérimentale, c'est-à-dire blowout, et la condition contrôle. On s'aperçoit que quand on regarde ces résultats, qu'en fait, il n'y a pas eu vraiment de changement, quelle que soit la condition. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le blowout n'a pas permis d'améliorer
cette qualité de répétition de sprint, clairement, mais n'a pas non plus engendré de la fatigue sur cette qualité. Le deuxième résultat, quand on regarde l'activité en match, et vous avez en abscisse la distance totale, vous avez la distance relative, la distance en sprint, la vitesse max, accélération, décélération et la fréquence cardiaque moyenne. On a encore une fois en ordonnée la différence standardisée. Quand on regarde en vue d'ensemble, on s'aperçoit que cette condition blowout n'a pas affecté forcément positivement ni négativement cette activité physique en match. Enfin, un dernier résultat, quand on regarde les réponses psychophysiologiques, le blowout, en fait, quand il a été mis en place et qu'on a mis en place les questionnaires, on s'est aperçu que les joueurs se sentaient mieux physiquement, ils se sentaient plus motivés et ils se sentaient moins stressés, grâce à quand ils ont fait la condition blowout. De même, quand on regarde ce qui s'est passé au niveau biochimique, on s'est aperçu qu'on avait une petite augmentation probable des concentrations en testostérone lorsqu'ils ont fait la condition blowout. Au niveau du cortisol, c'était pas clair. Ça veut dire que, alors la tendance était à la baisse, mais c'était pas clair. Ça veut dire qu'il y avait tellement de variabilité interindividuelle que ça mériterait que l'échantillon soit plus grand pour avoir vraiment une réponse. Et au niveau de l'alpha amylase, on avait une augmentation qui était probable, petite augmentation probable au niveau de l'alpha amylase qui, je vous rappelle, est un révélateur aussi du système nerveux sympathique. Du coup, en fait, pris dans son ensemble, on avait plutôt un contexte psychophysiologique qui était favorable pour la performance. Du coup, quand on résume un petit peu cette étude, on s'aperçoit que au niveau psychophysiologique, le blowout a apporté un effet positif sur nos joueurs. Ça, c'est certain. Par contre, au niveau, et c'est d'ailleurs, je dis que c'est certain parce que c'est ressenti aussi par le staff. Et puis, au niveau des qualités physiques et de l'activité physique, par contre, on n'a pas eu d'amélioration, mais on n'a pas eu non plus de baisse. C'est-à-dire que le blowout, il n'a pas permis d'augmenter les qualités physiques, d'améliorer les qualités physiques, mais n'ont pas non plus affecté négativement les qualités physiques. Ça montre aussi cette conclusion que les choses ne sont pas si simples. Ce n'est pas parce qu'ici ça va mieux au niveau psychophysiologique que derrière ça impacte les qualités physiques. Et pareil, on pourrait aussi se poser la question de savoir s'il n'y a pas eu un effet un peu de croyance. Le fait que ces jeunes joueurs soient au courant que les pros mettent en place ce type de stratégie, est-ce que peut-être ça a un peu impacté l'aspect psychologique? Alors les limites, la question qu'on peut se poser, c'est peut-être mener une réflexion sur le contenu, ça c'est sûr. Est-ce que peut-être en changeant le contenu, on ne pourrait pas avoir d'autres résultats, un peu à l'image de ce qui est montré dans la recherche actuelle? La question qu'on se pose aussi, c'est qu'est-ce qui se passe quand on sait qu'une compétition, c'est 3 matchs à la journée et c'est sur 2 jours? Les limites de cette étude, c'est le fait qu'on ait fait un seul match. Ça mériterait peut-être de refaire cette étude avec 3 matchs dans la journée. Ce n'était pas en contexte compétitif, même s'il y avait un petit peu de stress du fait que sur les 14 joueurs, seulement 12 étaient retenus pour les championnats d'Europe lors de ce stage. Et puis le fait que ce soit des U18, ce soit des jeunes joueurs qui n'étaient pas forcément habitués à ce type de séance. Alors que les professionnels, eux, sont très habitués à ce type de séance, ils sont même demandeurs. Donc peut-être qu'on aurait une réponse complètement différente avec les professionnels. Peut-être que le fait qu'ils soient habitués et peut-être qu'ils soient capables aussi d'encaisser beaucoup mieux la charge du fait qu'ils soient peut-être plus engagés dans cette activité-là, peut-être qu'on aurait eu des effets positifs. Donc ça demande vraiment d'être exploré chez les pros. Donc par rapport à la question de départ qu'on s'est posée, à travers ces 3 études, nous avons essayé d'apporter des réponses à cette question. La première réponse qu'on peut dire, c'est que finalement, le rugby à 7, ça se rapproche fortement des sports collectifs traditionnels, du fait qu'on a une pré-saison qui reste quand même un temps fort pour la mise en place de stratégies de planification, de périodisation, mais on a quand même des modèles intéressants qui sont mis en place, malgré les contraintes imposées par le circuit mondial et l'activité. On retient que la stratégie d'affûtage est une vraie réponse à notre question, c'est-à-dire que nous sommes d'accord pour dire que c'est une stratégie qui amène une vraie plus-value et donc qui mérite d'être exploitée. Et puis concernant la charge d'entraînement avant le premier match,
C'est une question qui reste encore en suspens. Elle apporte une plus-value sur le plan psychophysio. Qu'est-ce qui se passe au niveau des qualités physiques avec des pros? C'est une question qui mérite encore d'être explorée. Pour finir, si on devait prendre la suite, si on devait continuer cette histoire, l'idée, alors, elle continue puisque déjà l'analyse est en cours, c'est de savoir comment distribuer la charge d'entraînement sur une saison olympique, voilà, avec un temps fort qui arrive en fin de saison. La question des réponses aux stratégies d'affûtage, on a vu qu'il y avait des réponses, il y avait des répondeurs rapides et des répondeurs lents. La question qu'on se pose, c'est que est-ce que ces réponses sont véritablement robustes? Est-ce qu'on peut vraiment basculer sur des profils qui portent en elles ce côté repro? Ça, c'est une vraie question. Donc, ça serait bien de remettre en place le même protocole avec la même population. Une question se pose aussi, qu'est-ce qui se passerait si on mettait une charge plus importante durant la phase de charge? Est-ce qu'on aurait les mêmes niveaux de surcompensation pour nos joueurs? Et enfin, si on modifie un peu le conduit du blowout, qu'est-ce qui se passerait au niveau des qualités physiques? Et ça serait intéressant de le voir avec les professionnels. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. S'il y en a qui veulent sortir, c'est éventuellement le moment. On arrive sur une partie d'échange et de discussion avec les membres du jury. Donc, comme évoqué précédemment, le professeur Laurent Bosquet va commencer sa série de questions.